Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Vous allez voyager et vous informer avec nous, avec nos séquences, nos entretiens et reportages et avec de grands auteurs. Aujourd'hui, je vous emmène au large de Marseille, sur l'île du Frioul, avec l'autrice et scientifique Nelly Pons, qui vous parlera du grand épuisement auquel on est parfois confronté. On se ressourcera face à la mer. Il se passe ce qu'on appelle communément un burn-out. C'est le moment où le corps va céder. Donc on va avoir l'impression que c'est soudain. En réalité, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Mais le jour où le corps cède, c'est le moment où on n'est plus en capacité de faire tout ce qui nous habite d'habitude. Une réflexion sur la vie et sur notre capacité à résister face au trop-plein de la vie. Ce sera tout à l'heure avec Nelly Pons. Et puis votre club de lecture avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen, une lectrice passionnée et les pépites des libraires. Et on commence cette émission avec un grand poète et un grand éditeur canadien d'origine haïtienne. Les éditions Mémoire d'Encrier se sont imposées au Québec comme une référence de la littérature mondiale francophone et américaine. Bonjour Rodney Saint-Éloi. Bonjour Emmanuel Kérad. Vous êtes en duplex de Montréal pour un recueil de poèmes nommé « Fait du feu ». C'est une ode aux choses et aux valeurs simples de la vie. Tout est simple, comme faire du feu. Il suffit de le décider, Rodney. Oui, tout est simple, comme c'est tellement dit, fait du feu pour le feu. C'est si simple, l'humble métier d'être au monde. C'est si simple faire du feu. C'est si simple d'être deux. Donc, je pense qu'on a abandonné tout ce qui est simple pour entrer dans une espèce d'épuisement. Comme tantôt, tu parlais d'épuisement. Je pense qu'on est en train d'épuiser le langage, la poésie, le sens même du monde. Donc, il nous faut retourner aux choses simples, c'est-à-dire faire du feu, réapprendre à redevenir humain. Dans le prologue, vous écrivez « J'écris le feu, j'écris l'amour, je bats le tambour, j'ai ajusté ma parole et mon être au reflux des cris. » Quel genre de cris, Rodney? De quel cri parlez-vous? En fait, ça me fait penser à Aimé Césaire qui disait « Pour ne pas passer à côté de son cri, parce que je pense que le monde est en train de passer à côté de son propre cri. Le cri, c'est la grande soif. C'est le grand besoin, le grand besoin d'amour, le grand besoin de tendresse, le grand besoin de compassion, le grand besoin d'humanité. Parce qu'en fait, tous les matins, on doit se rappeler que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des monstres. Nous ne sommes pas des crocodiles. Nous sommes des êtres humains. Il faut se ressourcer, retrouver en nous et ces choses simples qui ont fait de nous des êtres humains. C'est simplement un rappel de nos humanités. Oui, c'est ça. Dans un poème, vous écrivez « Le monde est triste, le monde est zigouillé, le monde est pichou-pichou, le monde est fou, la trompette du monde déraille ». Vous le voyez comment, le monde de demain, avec tout ce qui se passe, Rodney Saint-Éloi? Mais il y a un monde qui s'éteint, justement avec ce qu'on voit qui se passe aux États-Unis, avec tout le sens qu'on nous a appris dans nos humanités, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a rêvé est en train d'être piétiné. On l'a vu, on l'a entendu. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut penser à une perspective nouvelle. Et il faut effacer nos certitudes. Il faut recommencer. Et c'est pourquoi je parle beaucoup de recommencement. D'accord. Le lendemain n'est pas une transition vers quelque chose d'autre. Le lendemain est une révolution. C'est-à-dire, on doit réapprendre à vivre. Parce que le monde le socle sur lequel a été construit notre monde, ce socle est épuisé. Pour terminer, Rodney, quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ont envie de saisir la vie simplement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour saisir la vie en toute simplicité? Mais il faut faire l'amour. La première chose, c'est l'amour. Quelle que soit la manière de faire l'amour, et la seule leçon que nous apprend le monde, l'amour nous rend profondément humains. On va rester sur ce conseil-là. Merci beaucoup, Rodney Saint-Éloi, d'avoir participé au Club francophone pour la première fois, même si on a fait beaucoup d'émissions ensemble, en France, en Belgique et au Québec. Merci, Rodney.
Merci Emmanuel. On part à Marseille pour ce grand entretien de la semaine, justement. Cap sur l'île du Frioul avec Nelly Ponce, qui elle aussi va sans doute vous éclairer avec le thème du surmenage qui nous touche tous à un moment ou à un autre de nos vies. Bonjour Nelly Ponce. Bonjour Emmanuel. Comment ça va Nelly? Ça va et vous? Merci de nous accueillir ici au Frioul. Eh Vous ben... avez choisi l'île du Frioul. Oui. On a pris le bateau, on est arrivé pour vous. Pourquoi l'île du Merci. Frioul? La couverture du livre, la photo de couverture du livre se lit au-dessus de la falaise sur le rocher, a été faite au Frioul et j'ai vécu, je suis originaire d'ici, j'ai vécu longtemps à Marseille et donc c'était pour moi évident de parler du livre dans ce lieu. Alors Marseille qui est juste derrière, hein. Oui. On voit la ville derrière, c'est ça Oui. qui est merveilleux au Frioul parce qu'on a des points de vue incroyables sur la ville de Marseille. Et la côte bleue qui est juste de ce côté-là et la mer vers l'Afrique du Sud. Bon alors on va aller sur la digue, puisque l'on parle de points de vue, il y a plein de points de vue et puis juste derrière on a la côte bleue en plus, la ville de Marseille derrière, la côte bleue. La couverture du livre avec ce lit en équilibre, c'est un montage. Ah non. Ah non? Et non, justement. Mais non. Non. Alors dans le lit, il y a une comédienne qui s'appelle Claire Ruffin. La pauvre. Qui a d'abord fait tout un spectacle autour de l'insomnie avec son lit. Et puis avec le photographe Vincent Baume, ils ont imaginé cette série autour de la dormeuse où quelqu'un qui ne dort pas la nuit a comme envie de dormir partout où elle est la journée. Et c'est fait à l'inverse, c'est fait à la chambre, à l'ancienne. Donc ils installent ce lit qui est un lit en fer forgé, qui est truqué, trafiqué, qui est démontable. Ils étaient ici avec une brouette là, le long de la digue pour pouvoir l'amener jusque sur les rochers. Et après, ils attendent la lumière. Bon, Et je ne sais pas si vous avez vu la lumière orange sur le bord du rocher. Enfin, vraiment, cette photo, elle est incroyable. Bon, on est en train de regarder justement la couverture. Tout le monde bloque sur la couverture. Bon, votre livre n'est pas très gai parce qu'on va parler d'épuisement, mais il y a plein de lumière quand même, comme ce soleil qui frappe en ce moment même sur nos visages. Et on va en parler juste en haut. On va prendre de la hauteur. Allons-y. Nelly, vous êtes scientifique et autrice. Vous avez publié de nombreux ouvrages chez Actes Sud sur la condition animale avec Cyril Dion, sur la permaculture, le plastique ou encore le choix de la lenteur. Et vous avez choisi de venir donc sur cette île. Pourquoi? Parce que l'île, c'est un appel à la lenteur aussi? L'île, c'est un endroit un petit peu hors du monde. On le voit, il y a une des plus grandes villes de France et puis derrière, il y a le large. Et derrière le large, il y a l'Afrique juste là, on regarde. Et donc c'est un peu un moment hors du temps et surtout il y a la mer. Et la mer, ça apaise? Et la mer, pour moi, c'est apaisant. Bon, ralentir, c'est ce qu'aurait dû faire votre narratrice à un moment. Vous, peut-être, on va y venir. Car au début de l'été, à un moment, elle sent un grand vide. Elle se sent épuisée. Elle se sent à bout, complètement perdue. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Il se passe ce qu'on appelle communément un burn-out. C'est le moment où le corps va céder. Donc on va avoir l'impression que c'est soudain. En réalité, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Mais le jour où le corps cède, c'est le moment où on n'est plus en capacité de faire tout ce qui nous habite d'habitude. Tout ce que le corps fait sans réfléchir, sans demander, lever un bras, marcher, se lever, ouvrir les yeux, tout ça est devenu strictement impossible. Mais on ne sent pas venir ça? On ne le sent pas venir à ce stade-là. C'est difficile de croire qu'on puisse aller jusque-là. La plupart des personnes qui témoignent avoir traversé ça le disent. À aucun moment, elles ont imaginé que ça pouvait aller si loin. À aucun moment, on peut imaginer que d'un coup, comme une grande faille qui va se créer, le corps va céder et ça va être plus... Enfin, il y a l'avant, il y a l'après. Après, c'est une autre histoire qui commence à s'écrire. Bon, on va écrire l'histoire en marchant vers la nature, parce que la nature, c'est très important pour vous. Il y a cette perte de repères, effectivement, et vous écrivez « Tu as perdu les clés du royaume des vivants ». Le moment où le corps cède, la perte des clés du royaume des vivants, c'est vraiment la sensation d'être à côté de soi, à côté de son corps, à côté du monde, à côté de sa vie sociale. C'est le moment où on pourrait dire aussi être sur le banc de touche de nos vies. Et c'est quelque part un endroit très étrange puisqu'on doit retrouver une autre manière de recréer du mouvement, une autre manière de se mettre en mouvement. Si vos yeux ne s'ouvrent plus par la force de la volonté, alors qu'est-ce qui va leur permettre de s'ouvrir à nouveau? Et c'est vraiment une quête intérieure de comment est-ce qu'on retrouve le chemin vers le mouvement, vers la vie, vers les dynamiques du vivant.
Prendre avec de l'air, d'autres en final, leviers. c'est ça? Se Ben, retrouver à l'air libre parce qu'on étouffe? non, c'est même Non? pas ça. Vraiment, les premiers mois, j'étais pas capable de lever un bras Ah ou oui. de me mettre debout, oui, Donc c'est votre réellement. histoire en fait. Oui, oui, oui. Parce qu'on se demande tout au long du livre si c'est vous qui l'avez vécu ou si vous vous mettez à la place de quelqu'un, parce que vous avez fait des recherches pour ce livre, elles sont en index à la fin du livre. Alors les recherches que j'ai faites pour Avec des ce livre psychologues. sont, oui, ben, en fait tout ça est le fruit de l'histoire elle-même. Celles et ceux que je décris dans le livre sont des personnes que j'ai rencontrées qui existent dans la vraie vie. Et ce sont elles qui m'ont permis de comprendre ce qui m'était arrivé en réalité, a posteriori, et qui m'ont permis ensuite d'écrire cette histoire un peu comme une mise en abîme. Bon, il y a une chose en tout cas qui apaise votre personnage. Excusez-moi Nelly, je dis votre personnage parce que j'ai essayé de me détacher de vous. Oui. Même si j'ai compris très vite que c'était vous, mais ça me faisait mal, ça me faisait de la peine. Donc j'ai essayé de faire en sorte de penser à quelqu'un d'autre. Mais vous, donc, votre personnage, ce qui l'apaise, c'est la nature. Être en contact avec la nature, on va se retrouver de plein contact avec la nature, avec la mer face à nous. On est déjà dans cette atmosphère et dans ce vent ici sur l'île du Frioul, mais on va aller trouver encore mieux un peu plus loin. Voilà un lieu magnifique pour se reconnecter avec la nature, être en connexion totale avec la nature, Nelly Pons. Les goélands qui virevoltent autour de nous, cette mer et puis ce maquis, petit maquis ici. C'est important pour vous de vous retrouver en prise directe avec la nature, vous, hein? Oui, je suis née, comme on dit, à la terre. Et j'ai grandi dans les Pinèdes, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et donc c'est pour moi toujours un moment de déconnexion, un moment de retour aux sources quelque part. Et c'est aussi un endroit à partir duquel j'arrive à faire du vide, d'où va naître une forme de créativité. Ah oui? Ouais, c'est vraiment là que je vais pouvoir créer cet espace de disponibilité intérieure qui fait qu'à un moment donné, il y a une forme de clarté qui arrive, il y a une forme de créativité. Donc pour moi, c'est un réel besoin. Il y a le sommeil aussi, Nelly Pons. Vous parlez de ce sommeil-là qui n'est pas réparateur parce que lui, il est extrême. Elle dort jusqu'à 18 heures par jour. Donc c'est un refuge finalement, ce sommeil-là. C'est comme une petite mort. C'est comme si on s'autorisait à mourir quelques heures. Moi, je l'ai lu comme ça en tout cas. Oui, c'est un moment où le seul événement, c'est la respiration. Du coup, c'était ça qui était difficile. Comment est-ce qu'on rend compte avec des mots d'un moment où on dort 22 heures sur 24, un moment où la conscience est altérée, un moment où je suis même pas très sûre de ma mémoire. Ça va jusqu'à 22 heures. Oui, le premier mois, pendant un mois. L'hospitalisation arrive au bout de 4 mois, en fait, quand il n'y a pas d'amélioration. Et qu'est-ce qu'on à fait cette pendant chose-là. les 2 heures où on est éveillé? J'ai peu de souvenirs de ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie surtout de reconnecter avec son entourage, on essaie de se nourrir, on essaie de se laver. Tout simplement. Vraiment, le début, c'est ça. Beaucoup de personnes qui sont allées en phase finale d'un burn-out témoignent d'être passées par ces phases-là. Parce que vous étiez entouré en plus. Oui, bien sûr. C'est pas comme si vous étiez seule. Non, Oui. tout à fait. En fait, c'est ce que je trouvais peut-être d'un peu intéressant avec cette histoire qui est la mienne, c'est qu'elle est anti-cliché. J'étais dans une famille aimante, dans un lieu magnifique dans lequel je vis encore aujourd'hui. Avec un enfant? Avec un enfant, Ah oui. jeune enfant, qui avait 2 ans et demi à ce moment-là. Mais ça vous porte un enfant normalement? Bien sûr, et oui. Mais Mais là, pas on là. n'empêche pas là. En fait, il faut arriver à comprendre qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'empêchement. Il y a un endroit, en fait, c'est un processus comme un rouage, un engrenage, au-delà duquel il y a un moment où c'est un non-choix. Il y a vraiment la notion de choix et de volonté n'a plus aucune raison d'être à cet endroit-là. C'est pour ça aussi que c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est d'expliquer en fait qu'est-ce qui structurellement peut amener des êtres dans cette situation-là. On a tendance à penser que les burn-out sont des dépressions, là où la dépression est une conséquence de l'épuisement. Et du coup, c'est difficile d'aller décorréler en fait des causes qui sont plus peut-être individuelles, à une personnalité, une histoire de vie, à un mode de vie, à un entourage, une famille, un métier, et des causes qui sont structurelles et systémiques dans nos sociétés et qui aujourd'hui, en tout cas c'est la thèse que je pose, ou en tout cas l'hypothèse que je pose dans ce livre, rend malade bien plus largement que ce qu'on veut bien l'entendre. Quand on est pressurisé comme ça, toute la journée, tous les jours, on devient des canaris. On va en parler en marchant autour de cette île du Frioul. Vous êtes aussi, vous, un canari, vous allez comprendre. On y va, Nelly. Vous rendez hommage à tous les canaris du monde, Nelly.
dans ce livre. Alors les Canaries que nous sommes tous finalement, les travailleurs, les profs, les soignants, les journalistes soumis à la pression de certaines directions, vous les appelez les Canaries de la postmodernité. Oui, c'est un clin d'œil à une histoire qui est la nôtre. Au 19e siècle, je ne sais pas si vous êtes familier de cette histoire, Emmanuel, mais au 19e siècle, on a amené au fond des mines des canaris. Oui. Parce que ce sont des êtres extrêmement sensibles au gaz et aux émanations du coup, de gaz toxiques qui peuvent advenir dans les mines. Et quand les canaris tombaient, s'évanouissaient ou mouraient même, danger, on savait qu'il y a un danger, il y a un coup de gréseau qui arrivait. Et du coup, les hommes et les femmes qui peuplaient cette mine savaient que c'était le moment de sortir. Ce que je propose un peu comme image dans le livre, c'est de dire que finalement, celles et ceux qui tombent en premier aujourd'hui, celles et ceux qui cèdent à l'épuisement, un épuisement qui est systémique, mais qui va aussi toucher certaines personnes en particulier, seraient peut-être les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Peut-être celles et ceux qui nous disent qu'il y a des émanations de gaz toxiques, il y a quelque chose qui dysfonctionne profondément dans le monde du travail, mais bien au-delà. Aujourd'hui, les actions sont contradictoires, elles sont partout dans notre société, les conflits de valeurs. On voit bien que tous les métiers sont concernés. Et donc, c'est aussi une manière, quelque part, de rendre hommage à ces êtres que l'on pourrait considérer comme fragiles. Et en réalité, on est plutôt sur une éloge de la vulnérabilité, une éloge de la sensibilité, comme quelque chose qui vient nous raconter quelque chose du monde d'aujourd'hui. On termine avec un petit jeu de la confidence entre le jeu de la vérité finalement et le questionnaire de Proust. Nelly Pons, elle est angoissée. L'endroit du monde que vous préférez, Nelly? Ok, on va dire le Frioul, là où on est ici aujourd'hui. Le bord de mer. Ouais, le bord de mer. La plus belle rencontre professionnelle? J'ai envie de rendre hommage à Arthur H qui m'a autorisé à explorer des forêts. Enfin, il ne m'a pas autorisé dans le sens où j'avais besoin d'une autorisation, mais il vous a incité. Il m'a incité à aller à la fin du livre, explorer des territoires de sensibilité où j'avais du mal à m'autoriser moi-même à aller. Le plat ou la nourriture qui vous console ou qui vous apaise? Les tomates. Les tomates? Oui, j'adore les tomates. Simplement? Ah oui, moi, Coupées en rondelles? Les tomates, je sors le midi, je vais au potager, je prends mes tomates et je suis la plus heureuse du monde. Le pire moment de votre vie? Le pire moment de ma vie? Peut-être justement dans cette phase d'épuisement, le moment où j'étais plus en capacité de répondre aux besoins de mon fils. Ouais. Et le plus beau ou l'un des plus beaux? La naissance de mon fils. Les sourires, ça, non, les sourires retrouvés, les partages, simples. Bon, l'utopie qui est en vous, pour terminer. Le chien hurle à la mort derrière. L'utopie qui est en vous et que vous n'osez pas toujours dire en public. On a toujours l'impression d'être gnangnan parfois, la paix dans le monde, tout ça. Je suis en Mais plein dedans. La vraie utopie, c'est ça? La vraie utopie, ça reste de penser qu'on peut encore construire un monde désirable équitable et de paix. Oui, je caresse ce genre de banalité-là. Merci Miss France. Merci beaucoup Nelly Pons. Merci de nous avoir emmenés ici sur l'île du Frioul. Le grand épuisement, c'est paru chez Actes Sud. Lisez ce livre, il y a des moments très difficiles, mais c'est un livre très lumineux. Et puis les autres aussi, évidemment, tous les livres publiés chez Actes Sud de Nelly Pons sont à retrouver. Merci à bientôt Emmanuel. Nelly, merci beaucoup. Le grand épuisement de Nelly Pons, à lire donc aux éditions Actes Sud. Et voici notre club de lecture avec une lectrice, un lycéen et une libraire pour les pépites des libraires. Bonjour Karine Bourgerie. Bonjour. Vous êtes responsable d'un foyer socio-éducatif dans un lycée privé de Monaco et vous êtes une grande lectrice comme Merlin qui est à côté de vous. Bonjour Merlin. Bonjour. On te retrouvera tout à l'heure. Quel est le livre qui a marqué votre vie ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roman-là, Karine ? Alors, c'est l'Évangile selon Pilate de Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Alors, pourquoi il m'a marqué ? Alors, je l'ai lu il y a 20 ans, puisqu'il est sorti, je crois, dans les années 2005. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu. Non, il est paru en 2000. Hein. Il est paru en 2000, il a été réédité en 2005. C'est ça. Et moi, je l'ai lu en 2005. Et je me rappelle la première fois que j'ai ouvert le livre, que j'ai commencé à le lire, je l'ai très vite abandonné. Voilà, parce que ça correspondait pas du tout à
ça raconte l'histoire de Jésus, en fait. Et donc, du coup, c'était pas du tout ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait appris. Donc, ça m'avait un peu perturbée. C'est un roman, hein, c'est un peu... C'est ça, mais c'est vrai que c'est un peu apocryphe, comme on dit chez les Mais voilà, catholiques. ça m'a un peu perturbée. Je l'ai laissé de côté, mais je l'ai très vite repris. Et là, je l'ai dévoré. Ouais. Et vraiment, je suis rentrée dedans parce qu'il nous fait vraiment voir son histoire. Enfin, on se pose la question à chaque fois, on se demande si c'était vrai. Et si Éric Emmanuel Schmitt était avec Jésus à ce moment-là, c'est ça? Peut-être. On se demande si c'était pas un des apôtres. Ouais. Donc non, vraiment très intéressant. Alors il est en vous, c'est ça? Il vous a accompagné une partie de votre vie? Moi, il m'a accompagné puisque je m'en souviens encore aujourd'hui, puisque c'est le livre que j'ai choisi de vous présenter. Ensuite, il m'a tellement plu aussi que je sais qu'il a été adapté en pièce de théâtre. Exact, oui. Donc j'ai mes évangiles, donc l'ouvrage qui a été sorti aussi en théâtre, puisque je suis une férue de théâtre aussi. Et donc voilà, donc ce qui m'a plu, c'est déjà cette première partie, parce que dans lequel on a cette vision de Jésus qui est différente, mais qui est crédible. Moi, je l'ai trouvée crédible, et en même temps, je l'ai trouvée belle. Voilà, elle m'a touchée. Je sais pas. Alors Éric Emmanuel Schmitt raconte une expérience mystique aussi vécue dans le désert, dans un livre qui s'appelle La Nuit de Feu. Ce n'est pas sa première expérience avec le livre dont parle Karine. Il y en a eu d'autres après. Je vous conseille d'ailleurs tout particulièrement celui-ci, La Nuit de Feu. Vous l'avez lu, Karine? Non, pas celui-là. Alors vous allez adorer si vous avez aimé... Le roman d'Éric Emmanuel Schmitt, l'un des premiers, avec l'Évangile selon Pilate. Merci Karine Bourgerie pour ce conseil de lecture. Place au libraire à présent avec notre libraire du Québec, Josiane Letourneau, de la librairie Mediapol à Montréal. Bonjour Josiane. Bonjour Emmanuel. Alors vous avez 2 minutes pour nous convaincre de lire 2 pépites piochées dans votre librairie, bien sûr. Par quoi commence-t-on, Josiane ? Là, j'ai pensé particulièrement à vous pour le premier livre. Alors, c'est le 2e roman de Léa Artemise, publié chez Héliotrope, qui s'appelle Une île à l'envers. Alors, c'est un roman qui se déroule sur 2 temps. Premièrement, au début du 18e siècle, c'est ce pirate qui va lancer tout le monde à la recherche de son trésor. Et 200 ans plus tard, on a ce père de famille qui est complètement obsédé par ce trésor-là. Ça se passe sur l'île Bourbon dans un premier temps et sur l'île de la Réunion dans un deuxième temps. Déjà, si je dis l'île de la Réunion, je sais que j'ai votre intérêt. Et en fait, un roman de 160 pages d'une richesse incroyable, les quêtes des personnages, leur complexité, l'écriture, c'est vraiment un livre formidable que j'ai lu d'une traite. Bon, 160 pages, ça se lit d'une traite, on n'arrive pas à le lâcher. Mais honnêtement, ces 2 réalités-là, à 200 ans d'écart avec un trésor au milieu, c'est vraiment un roman extraordinaire, mon premier vrai gros coup de cœur de l'année. Et vous le vendez d'une façon, c'est incroyable, parce que effectivement, pour être clair, effectivement, l'île de la Réunion, est chère à mon cœur, comme tous les départements d'outre-mer d'ailleurs. On salue l'île de la Réunion. Elle savait ça, Josiane, et du coup, effectivement, c'est très facile pour convaincre un lecteur qui aime l'île de la Réunion. En tout cas, vous le vendez très bien, félicitations. On poursuit avec un autre genre ? Par ailleurs? Un autre genre complètement, en fait, un essai de Sébastien Fontenelle qui s'intitule « Tolkien contre les machines, écologie et antifascisme en terre du milieu ». J'avais envie d'y aller un peu dans l'actualité parce que Tolkien a été récupéré beaucoup, son œuvre a été récupérée beaucoup par la droite réactionnaire, autant du côté des chroniqueurs que des politiciens. Et en fait, c'est un essai, lui aussi, que j'ai lu d'une traite parce qu'il est passionnant. On parle aussi, pour rebondir sur ce que René Saint-Éloi a dit tout à l'heure, on rebondit sur l'importance de la nature, de l'écologie, et en fait aussi on rebondit sur la nécessité en fait de faire valoir qu'une œuvre ne doit pas être récupérée pour des fins politiques. Oui, c'est plutôt bien vu, effectivement, l'écologie de la nature chez Tolkien, il y a de quoi faire. Merci beaucoup, Josiane. Absolument. Vous en sortez bien. Merci. Allez, on verra ça la prochaine fois. On salue la librairie Mediapol à Montréal. À bientôt. Merci Josiane. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec un lycéen, je vous le disais. Nous donnons la parole aux lycéens dans cette émission. Si vous voulez participer, vous pouvez bien sûr nous contacter via les réseaux sociaux. Merlin, donc tu as 17 ans. Tu es en terminale au lycée Albert Ier à Monaco. Et il y a un roman, un livre qui t'a particulièrement plu, en tout cas qui a illuminé une partie de ta vie.
Tout à fait, donc c'est Le Tueur à la cravate que j'ai lu il y a à peu près 3 ans. De Mario de Muraille. De Mario Muraille, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai lu à 3 ans. Bon, j'étais un peu plus jeune du coup, mais en fait c'est l'histoire d'un tueur qui du coup laisse en signature une cravate derrière ses meurtres. Et en fait ce qui est assez intéressant avec ce livre, c'est qu'en fait ils essaient vraiment de montrer toute la complexité d'essayer en tant que policier, ou même si on n'est pas policier, qu'on essaie de résoudre une enquête, d'essayer de vraiment rentrer dans la tête du tueur, alors que c'est complètement inexplicable, tordu, saugrenu, et en fait essayer de se mettre à la place d'un fou quand on n'en est pas là. Alors, il faut savoir que Mario de Muraille est l'une des autrices les plus lues par les enfants et les ados. Elle a reçu en 2022 l'équivalent du prix Nobel de littérature jeunesse, qui s'appelle le prix Andersen. Et c'est une grande figure de la littérature jeunesse, c'est une grande dame. Il découvre ça, tu es en train de lire sa bio en même temps. Mais en tout cas, voilà, tu as lu ce livre-là, et sache que tu peux aller voir les autres livres de Mario de Muraille. Parce qu'elle a eu sur ce livre-là, elle a eu le prix des mots du polar en 2012 aussi. Oui, mais elle a eu plein de prix. Elle les enchaîne, quoi. Oui, elle les enchaîne, carrément. Qu'est-ce qui te plaît dans un livre? Qu'est-ce que tu recherches quand tu prends un roman, toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes collègues ou amis qui sont en terminale comme toi? Moi, je dirais quelque chose qui change de l'habituel. Sortir un peu de sa zone de confort, quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qui change par l'originalité du texte, qu'on comprend ou pas forcément. Ouais. Et quand ça bouleverse, quoi. Qu'on en sorte un peu changé, sinon on n'avance pas. Il faut que ça te bouleverse. Merci beaucoup, Merlin. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour le bac à venir. C'est ça. Eh oui, il y a eu le bac de français, ça s'est bien passé? Ouais, le bac de français s'est bien passé. Après, il y a le gros bac. Le gros bac. Mais bon, ce qui compte, c'est le contrôle continu. Donc, oui. Et le grand oral. Très important, le grand oral. Parcoursup n'en prend pas compte. Non, mais en tout cas, pour avoir le bac, c'est très important. Bref, bonne chance pour le bac. Merci Merlin, merci Karine. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. À la semaine prochaine.